Bonjour mesdames, messieurs, je suis Franz Duboissé, consultant RH, ancien des RH dans différents secteurs comme le bâtiment, le commerce, le service et surtout responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises qui cherchent un soutien et un accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le forfait jour, qui a des aspects très attrayants, mais au regard des libertés accordées, évidemment, par rapport aux obligations sur le temps de travail, ce forfait jour est très encadré. Les contraintes sont importantes et elles ont été adjointes pour évidemment protéger le salarié des abus possibles. Alors, nous allons nous interroger peu à peu, si la machine veut bien. Alors, quelles sont d'abord les bases légales du forfait? Eh ben, évidemment, la genèse du forfait jour provient de la mise en place des 35 heures par Madame Aubry en 98, ce qu'on appelle la loi Aubry 1, et en 2000 pour la loi Aubry 2. Alors, ce forfait n'est que la traduction d'une réalité existante dans les entreprises. Plus le cadre avait une position haute dans l'organigramme, plus celui-ci devait oublier toute notion d'heure de travail. Parallèlement, la population de commerciaux itinérants, bien loin des situations des cadres de direction, devait oublier aussi cette notion d'heure, sous l'argument, c'est toi qui dois faire ton salaire, alors plus tu travailles, plus tu gagnes. Ainsi, dans le cadre des lois de réduction du temps de travail, les législateurs ont codifié ces cas particuliers pour les encadrer. Évidemment, la main a été donnée aux conventions collectives pour coller au plus près des métiers, bien que ce système se heurte aux principes généraux des différents syndicats, qu'ils soient alors ouvriers ou patronaux, et ce qui limite gravement les capacités d'adaptation. On lâche pas sur un métier parce que sinon on pourrait être obligé de lâcher sur un autre métier. Donc on n'adapte pas obligatoirement comme on devrait le faire. Toujours dans l'objectif de coller à la réalité du terrain, les entreprises sont en mesure d'adapter les accords supérieurs aux réalités de l'entreprise. Bon, on dit comme ça, la vie est belle, encore faut-il être en mesure de négocier, c'est-à-dire avoir des personnes devant vous pour négocier de ce fameux accord. C'est-à-dire soit des mandatés, des personnes mandatées, soit des délégués syndicaux, soit un CSE. Enfin, on trouve les fameuses bases des bases légales de ce forfait, c'est dans le contrat de travail. Et c'est à ce niveau que l'on précise les éléments en termes d'organisation pure. C'est-à-dire, on est là dans la précision quotidienne. Bien, une fois qu'on a vu ça, quelles sont les populations concernées? Alors, la loi, elle a beaucoup évolué en matière de temps de travail. Mais la base reste tout de même la loi Aubry 2, même si la loi de 2008 et les suivantes ont cherché à démanteler certains pans de celle-ci. Ainsi, toutes les populations concernées sont à la base les cadres qui disposent d'une véritable autonomie dans leur organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, par exemple, ou du service dans lequel ils interviennent. Les salariés, il existe aussi dans cette population qui est éligible au forfait jour, les salariés dont le temps ne peut pas être prédéterminé, mais qui disposent aussi d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
pour l'exercice des responsabilités ou n'importe qui leur sont confiés. Et le poste le plus significatif, c'est évidemment le commercial itinérant, celui qui a toujours été pris en exemple. Enfin, il reste qu'il ne faut pas oublier, surtout dans la population cadre, qu'il peut arriver que certains cadres fassent un point d'honneur à être au forfait, même si le dépassement d'heures n'est pas une habitude, et cela relève plus de l'image du statut que comme la marque de la voiture ou le type de bureau, que d'une réalité réellement fonctionnelle. Reste qu'à l'origine, ce statut totalement dérogatoire et normalement peu favorable aux salariés était réservé aux coefficients et rémunérations les plus élevés. Il y avait quand même une logique. Certaines conventions collectives ont légiféré à ce sujet. Par exemple, pour une que vous connaissez pour la plupart assez bien, la Syntec, qui autorise le forfait jour qu'à partir du coefficient 3.1, c'est-à-dire aujourd'hui un salaire mensuel à 3 490 €. Bon, une fois qu'on a déterminé sa population, on a déterminé maintenant quel est le nombre de jours qu'il faut travailler et quel est le nombre de jours qu'il faut être en repos pour compenser les heures que l'on va faire en plus dans la journée. Donc, si le nombre de jours dans une année est à peu près fixe, à peu de choses près, on est à 365 jours, ce que vous avez dans la première ligne, le calendrier fluctue quand même d'une année à l'autre. Ainsi, les jours de repos varient d'un jour chaque année, et ce décalage a pour un effet de modifier le nombre de jours travaillables dans une année. Et comme le nombre de jours de travail forfaitisé est fixe, puisque la loi le décide à 218 jours travaillés, sauf s'il y a un accord conventionnel qui dit que c'est beaucoup moins, il vous faudra donc trouver une manière pour que chacun y retrouve son compte. Donc la seconde variable, c'est les jours les jours fériés. Certains sont fixes dans la semaine. Bon, ok, lundi de Pâques, souvent le lundi de Pentecôte, souvent le lundi, et le jeudi de l'Ascension, par exemple, aussi souvent le jeudi. Et d'autres sont fixes par la date, comme Noël et jour de l'an. Donc, ceux-ci peuvent tomber aussi sur un jour de repos. Ce qu'on appelait, fut un temps, le calendrier du patron, c'est-à-dire que les jours de repos, style 1er mai, surtout le 1er mai, parce que s'enchaîner le 8 mai derrière, tomber un samedi ou un dimanche. Ainsi, aussi, le nombre de jours fériés ayant une incidence sur le nombre de jours travaillés fluctue d'une année à l'autre. Ça peut aller quand même de 7 jours, dans lesquels 7 jours fériés qui tombent un jour travaillé, à 11 jours en fonction des années. Ainsi, on a aussi le nombre de jours dans l'année fixe, le nombre de jours travaillés et les jours fériés qui fluctuent. Donc reste, et vous avez aussi, les jours de repos, le nombre de jours de repos qui est de 104, 52 semaines fois 2 jours de repos, donc 104 jours pour la quasi-totalité des salariés. Je dis bien quasi parce que certains travaillent sur 6 jours. Donc, on se retrouve avec en fixe le nombre de jours dans l'année, le nombre de jours de repos, le nombre de jours ouvrés, puisqu'on a déjà retiré les nombres de jours de repos de CP, donc les 25 jours de CP. Ensuite, on détermine là le nombre de jours fériés hors jours de repos,
ce qui fluctue d'une année sur l'autre, ce qui nous donne en négatif, évidemment, un nombre de jours travaillables. À ce nombre de jours travaillables, on retire le forfait, le nombre de jours obligatoirement travaillés en forfait, ce qui nous donne le nombre de jours de RTT à créer, à donner sur une année. Là, si on prend une année assez classique, comme cette année 2020 et 2021 et 2022 d'ailleurs, on va retrouver ces chiffres-là, 7 jours fériés hors période de repos. On va se retrouver donc avec pour l'année 2021 et 2022, 11 jours de RTT à accorder aux salariés. Alors le plus simple dans l'affaire, c'est de dire j'ai de toute façon 218 jours à travailler. Je sais que je vais accorder 11 jours de RTT. Donc, si je divise mes 11 jours de RTT à accorder par ces 218 jours à travailler, on va se retrouver avec un fragment de jours à accorder à la personne à chaque fois qu'il travaillera une journée. C'est-à-dire pour 2022 et 2021, 0,0504 centièmes de journée. Voilà, et donc chaque jour que la personne aura travaillé, sur chaque jour qu'elle travaillera, elle créera 0,05e de jour de RTT. Alors, une fois qu'on a tout ça, on a trois contraintes quand même qui vont venir se coller à ce forfait. La toute première contrainte, et c'est celle qui fait le plus mal, c'est le rôle de la jurisprudence sur les horaires maximum. Alors, même si le principe du forfait est d'oublier les contraintes horaires, ça on est bien d'accord. Là, je suis au forfait, donc je n'ai pas d'horaire à respecter. Alors, logiquement, si j'ai pas d'horaire à respecter, je les ai pas quand je dépasse, mais je les ai pas non plus quand je les fais pas. Je n'ai pas d'horaire à respecter. Bon, la deuxième est assez souvent oubliée. Même si le principe donc du forfait est d'oublier les contraintes horaires, la jurisprudence, sous couvert d'un jugement de la Cour européenne, rappelle quand même régulièrement que le salarié au forfait sont quand même soumis au maxima des horaires travaillés par la loi de base. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ça? Ces maximum. La durée hebdomadaire est limitée donc à 11 heures de travail par jour. Non, c'est la durée journalière, ça d'ailleurs. C'est sûr que, bon, vu d'une façon brute, ce chiffre laisse quand même de la marge, 11 heures de travail par jour. Mais observé avec le prisme du déplacement qui peut se greffer à la journée, commencer à 7 heures et finir à 19 heures avec une heure de repos méridienne, bon, bah, ça laisse subitement beaucoup moins de marge dans la réflexion. De même, au niveau de la semaine, la jurisprudence demande que les maxima soient respectés. Et de même, il revient donc à l'employeur de justifier les jours de travail effectués par le salarié. Ça, c'est une autre contrainte. C'est le principe de la convention. C'est-à-dire, j'installe dans mon contrat de travail ou à part en annexe une convention de forfait qui dit je suis au forfait, monsieur machin est au forfait. Il doit il doit faire 218 jours dans son année, donc il bénéficie de RTT pour compenser les heures. Alors, évidemment, comme on est qu'en jurisprudence et que celle-ci ne s'applique pas encore totalement parfaitement, on contourne le problème des horaires par une obligation qui est née de cela d'ailleurs, qui est de dire, comme il revient
toujours à l'employeur de justifier les jours de travail effectués par le salarié. Donc, il est excessivement important de mettre en place un système de principe des relevés de jours. Alors, pour garder en tête ce principe, mettez en place une fiche de déclaration des jours travaillés par vos salariés au forfait. Cette fiche doit être contresignée évidemment par le salarié, c'est lui qui l'établit, donc il le signe. Elle vaudra preuve du nombre de jours quand même travaillés. De plus, cette fiche vous permet de contrôler les variables de paye et dans la gestion des jours CP et RTT pris tout de même. Puisque nous sommes dans la dérogation ultime quand même du droit du travail, et qu'au regard des jurisprudences que nous avons vues plus haut, le Code du travail a adapté sa législation sur le principe de il n'y a pas d'heure applicable quand on est au forfait. Par contre, obligation de faire annuellement un entretien sur le temps de travail. C'est-à-dire un entretien qui fait partie des entretiens, des différents entretiens, tels qu'on les a vus l'autre fois, qui va étudier le rapport entre la charge de travail et le forfait accordé, la charge de travail et le travail fait et la rémunération par rapport au forfait. Et le dernier, c'est la charge de travail et le respect de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est le contournement qui a été prévu par le législateur lui-même pour éviter l'écueil de la jurisprudence. Soyez extrêmement vigilants sur la tenue de cet entretien. C'est un solide argument en cas de litige futur, à venir, avec votre salarié au forfait. Soyez vigilants, ça veut dire de bien le tenir, de bien le conduire, de faire évidemment un compte-rendu de cette réunion et de faire contresigner ce compte-rendu par le salarié. Mais vous commencez à connaître à peu près la manière dont je vous dis de pratiquer l'affaire. Comment formalise-t-on un forfait jour? Évidemment, le contrat de travail est le meilleur lieu pour établir les règles du forfait. Cela vaut aussi lors des promotions, pour un avenant au contrat de travail. Et le support et le moment, ils sont très favorables, évidemment. De toute façon, vous avez l'obligation d'établir une convention de forfait entre le salarié et l'entreprise. C'est une obligation absolue sous peine de voir le contrat requalifié pendant toute la période concernée et de voir évidemment payer les heures supplémentaires effectuées. Oui, parce que quand même, ça serait pas drôle sinon. Donc, vous êtes obligé de mettre cette convention de forfait dans votre contrat de travail. Donc, votre convention devra établir le nombre de jours travaillés dans l'année, le système de récupération des dépassements d'heures, c'est-à-dire les RTT, indiquera évidemment le décompte de la première année, qui est important, le système de calcul pour la dernière année, évidemment, aussi qui respectera pas la période de référence. Les règles de prise ou d'imposition des jours de RTT, dans certaines sociétés, ça se fait très bien. C'est-à-dire vous avez X jours de RTT à la disposition du salarié et X jours à la disposition de l'employeur qui impose ainsi des fermetures d'entreprises, au moins sur des ponts, c'est des choses comme ça. C'était la réalité, elle était sur comment transformer ce que l'on appelait les ponts avant en une obligation de prendre un RTT et donc de récupérer le pont. Pour être précis, il peut être indiqué des périodes non créatrices de RTT,
c'est-à-dire je ne travaille pas, donc je ne crée pas de RTT, comme les congés sabbatiques, les choses comme ça, les absences. Elles peuvent indiquer toutes ces clauses, les obligations de prise de RTT, à ne pas oublier, faute de quoi vous aurez à gérer des problèmes de solde de RTT. Donc, autant dire, c'est obligatoire de prendre ces RTT pendant la période de référence. Il n'y aura pas de report de RTT d'une année sur l'autre. Une clause importante aussi est le rappel au droit à la déconnexion, voire un rappel des horaires maximum à respecter par le salarié. Ça fait pas de mal de l'écrire. Une précaution de trop n'est jamais à négliger. Et s'il existe dans l'entreprise des possibilités de dépôt sur un CET, c'est-à-dire un compte épargne-temps, évidemment, il faudra l'indiquer et de dire quelles sont les conditions de dépôt. Généralement, ça se limite à un certain nombre de jours de RTT. Enfin, il faudra de toute façon, quel que soit ce que vous aurez écrit au-dessus, préciser que l'article a valeur de convention de forfait. Évidemment, tous ces documents sont signés, contresignés, imposés avec un bon pour accord, stockés et gardés très, très précieusement. Comment justifier les jours travaillés? Alors, la justification des jours travaillés est essentielle avec les forfaits, les personnes au forfait. C'est votre meilleure arme pour vous défendre en cas de conflit. C'est ainsi une bonne méthode pour garantir aussi la bonne gestion des jours de RTT, l'acquisition et la prise. Ça vous évitera d'avoir des soucis de oui, mais je ne savais pas que j'avais à prendre autant de RTT ou des oublis de déduction des RTT sur les bulletins de salaire et autres. C'est un support qui est très, très important. Alors, qui maintenant prend d'autres formes peut prendre d'autres formes que le papier, évidemment. C'est-à-dire les SIRH avec des gestions d'absence. Si nous vous invitons de toute façon à établir un document standardisé, type Excel ou autre, ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez, pour permettre à vos salariés de déclarer les jours travaillés dans le mois. Évidemment, ça peut passer donc par le SIRH de votre entreprise. C'est du ressort de l'entreprise de justifier des jours auprès de l'inspection du travail et de la justice. Donc, c'est donc à vous et à vous seul d'organiser cette récupération. Et le fait que cela provienne de vos salariés, cela donnera plus de poids et ça deviendra difficilement contestable. Enfin, la prise de RTT passe par une demande préalable, type CP et autres, ou par une note de service qui impose la prise de RTT certains jours, déterminée par l'entreprise, évidemment. Et une phrase qui rappelle les horaires maxi autorisés de référence peut être insérée dans ce document, évidemment, pour ce document qui justifie des jours travaillés. Bon, pareil, une petite précaution n'a jamais fait de mal. Quel impact de l'absence, parce que tout n'est pas merveilleux dans le beau monde des RH. Donc, quel impact de l'absence du salarié sur le décompte de son forfait? Si les RTT sont générés par le travail effectué, elles peuvent être aussi générées par certaines absences, certaines périodes non travaillées. Soyez extrêmement clair à ce niveau-là et faites-en une bonne publicité, note de service, convention de forfait et autres. Pour ce qui suit, la convention collective dont vous dépendez peut faire apparaître des dispositions différentes. Soyez extrêmement vigilants. Le système d'acquisition en fonction des périodes effectivement travaillées permet de prendre en compte l'impact de l'absence sur l'acquisition.
Ben oui, parce qu'avec mon système de 218, de 0,0500 et quelques énième de jours de RTT acquis, évidemment, il va se déclencher que si la personne est au travail. Par contre, il est formellement interdit de compenser des jours de maladie par des RTT. Ça, c'est totalement interdit. Si la personne est malade, elle est malade. Elle n'est pas en RTT. Les absences telles que l'arrêt maladie, arrêt pour accident de travail, le congé maternité, les adoptions entraînent en principe une diminution du nombre de jours de RTT. Toutefois, certaines sont assimilées légalement par la loi à du temps de travail et donc effectif pour l'acquisition de JRTT, c'est-à-dire des choses comme la formation par exemple. De même, l'accord collectif instituant les JRTT ou les usages dans l'entreprise peut prévoir que certaines absences n'impactent pas le nombre de jours de RTT du salarié. Nous invitons à rendre très visibles les compteurs, soit ou à la fois par le bulletin de salaire ou par votre SIRH si vous en disposez d'un. Il faut que chacun ait cette information, c'est essentiel. Parce que vous pourrez ainsi, en fin de période de référence, dire que les JRTT ne sont pas reportés sur la période suivante, puisque vous avez tout mis en œuvre pour que la personne puisse les prendre. Petit souci dans la gestion, très petit souci, début et fin de contrat, parce qu'évidemment, tous les salariés n'entrent pas dans le système de forfait en début de période de référence, période de référence que vous avez déterminée. Déterminer évidemment la même période de référence pour tout le monde, ça vous sera beaucoup plus simple. Elle n'est pas obligatoirement accolée à la période de référence des CP. Elle peut, si vous le désirez, être de la période annuelle, ce qui est relativement plus simple. De plus, en formalisant la règle sur la convention ou sur le contrat, évidemment, ça évite des quiproquos et tout plein de discussions que vous pourriez être amené à subir. À l'arrivée, nous vous invitons à refaire le calcul primaire, mais avec la période restante, évidemment, soustrait des jours fériés déjà passés et à virtualiser les CP, non pris évidemment pendant la première période. Cette virtualisation dépend de beaucoup de la date de début de contrat. Évidemment, en gros, l'acquis est virtuellement pris. Votre ratio d'acquisition s'en verra modifié par rapport aux autres salariés, évidemment. Pour le départ, le calcul est quand même plus simplifié par le fait que vous connaissez déjà les jours de CP pris et les jours de RTT pris. Et vos calculs pour la sortie, il vaudra mieux s'en tenir au principe de l'acquisition journalière, le fameux ratio, ce qui sera beaucoup plus simple à gérer. Que se passe-t-il s'il y a un solde de RTT? Pas un solde de CDD, un solde de RTT. S'il est négatif, vous êtes en droit de récupérer cette compensation d'heures supplémentaires non effectuées, parce que le RTT reste des heures supplémentaires non effectuées, des compensations d'heures supplémentaires, mais si elles n'ont pas été effectuées, elles n'ont pas à être prises ni payées. Mais comme pour le point précédent, si tout a été fait correctement, ça ne devrait pas exister. S'il est positif, en fin de période les RTT, en fin de période de référence, les RTT sont perdus. Attention, parce que des jurisprudences ont tempéré ce principe au cas où l'employeur n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que le salarié puisse prendre des RTT.
effectivement, si vous dites à votre salarié 3 fois de suite, non, tu prends pas tes RTT, je te refuse tes RTT, je te refuse des RTT, en fin de période, ces fameux RTT qui ont été refusés plusieurs fois, vous allez les retrouver et il faudra bien en faire quelque chose. Et comme en fin de contrat, le solde sera payé comme pour les CP. Quelques clauses à surtout ne pas oublier. Vraiment, ça c'est essentiel. Votre convention ou votre contrat de travail ne doit pas faire l'impasse sur ces clauses. La méthode d'acquisition et le nombre de jours à travailler. Ça, vous pouvez surtout pas passer à travers. Alors 218 ou plus si vous incluez la clause spécifique comme Madame ou Monsieur X pourra, après accord avec son supérieur hiérarchique, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. L'accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra se faire par écrit. Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne pourra excéder de toute façon 235 jours dans l'année. La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires sera majorée de 10% et l'acceptation de cet article vaut la mise en place d'une convention de forfait. Ça, c'est tout un texte qui peut être mis si vous décidez de faire de vos cadres des gens qui travaillent sur 235 jours dans l'année. On retrouve ça très souvent dans le commerce. Très souvent ce genre de convention. Mais il faut quand même travailler ce paragraphe avec des pincettes parce que on peut vite y déroger. D'autant plus que c'est une convention, c'est ce type de dépassement doit être revu chaque année. Donc chaque année, normalement, les salariés devraient avoir à signer cette fameux accord, cette fameuse phrase, si après accord du supérieur hiérarchique, si le salarié demande à renoncer à une partie de ses jours de repos, blablabla, et toute la suite. Ça devrait se faire chaque année et je peux parier que ce n'est pas fait chaque année. Ceci, la première année, ça passe bien. La deuxième année, c'est quand même plus difficile à vendre. Et je ne vous explique pas de la troisième. Les méthodes, autre clause à ne surtout pas oublier, c'est les méthodes de prise de RTT. Est-ce qu'on prend des jours entiers, des demi-journées? Est-ce qu'on les accole ou on les accole pas au CP? Est-ce qu'on les accole ou on les accole pas au week-end? On les accole ou on les accole pas aux jours fériés? C'est à vous de décider ça, mais soyez précis, exhaustif. Mais rappelez-vous que les jours devront de toute façon être pris. Alors, si vous voulez qu'ils soient collés à rien, calculez bien votre coût parce qu'il va falloir quand même les placer ces 11 jours. La perte des RTT, si pas pris en fin de période de référence ou paiement en cas de rupture du contrat, ça c'est vraiment des choses qu'il faut bien signifier. Je suis un petit peu en retard sur mon affaire. Enfin, surtout l'obligation de déclarer ces jours travaillés sur un support prévu à cet effet et dans les temps. Soyez extrêmement rigoureux aussi dans les temps, parce que la mémoire, c'est de la mémoire, et des fois, on peut la perdre, que ce soit de la part du salarié ou du supérieur hiérarchique qui contrôle cette fameuse déclaration. Vraiment, prenez du temps par rapport à ça parce que c'est extrêmement important. Et enfin, la toute dernière, que cela vos conventions de forfait, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais cet oubli de la clause que cet article vaut convention de forfait, si elle est oubliée, elle met en vrac l'ensemble de votre convention de forfait. Alors, on peut quand même s'interroger,
est-ce que le forfait est une bonne idée? Est-ce qu'il faut mettre un salarié au forfait jour? Alors bien sûr, hein, le fait que l'absence de notion d'heure est un élément particulièrement favorable à ce type de convention. Mais il convient d'en tempérer un petit peu l'attrait de façade. Oui, parce que c'est parfaitement favorable si, dans votre budgétisation du poste, vous avez inclus le phénomène RTT. C'est-à-dire, lorsque vous embauchez un salarié au forfait, vous savez parfaitement qu'il travaillera que 218 jours et vous valorisez le poste en fonction. Par contre, c'est absolument pas le cas, c'est quand vous transformez une personne avec un horaire hebdo en jour de forfait. Ça devient intéressant si la personne a eu beaucoup d'heures supplémentaires de payer. Après, il faut s'interroger si elle n'en a pas eu. Oui, c'est intéressant si le poste connaît de vraies fluctuations d'horaires, qu'il est extrêmement difficile de déterminer ceci et qu'il y a de fortes chances de voir les horaires s'envoler. Mais est-ce bien toujours le cas? Êtes-vous certain que tout votre personnel au forfait dépasse largement les horaires de l'entreprise? Ça vaut le coup de s'interroger. Oui, parce que ce système permet de moins discuter sur les horaires de travail, ça c'est évident. Tu fais beaucoup d'heures, bah, c'est normal, hein, c'est pour ça que tu es au forfait. On en tient compte quand on te donne des RTT, ça c'est sûr. Bon, ok. Sauf que, il y a toujours un sauf, hein, ça sera un peu dommage, sauf que l'employeur doit chaque année faire le point sur les horaires faits et ou ressentis. Et c'est là que les relations peuvent s'envenimer et cet entretien peut devenir rapidement une véritable zone de combat. Soyons clairs. Et non, parce qu'il concourt évidemment à l'absentéisme, parce que votre personnel s'absente de 10, 11, 12 jours de plus que la normale. Cela vaut-il mieux regrouper ces heures de dépassement et compenser en absence pure, ou organiser le travail de façon à ce que les 35 heures soient respectées chaque semaine? Alors, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais regardez bien ce qui se fait en réalité. Des fois, c'est plein de petits enseignements. Non aussi parce que à terme, les horaires vont se stabiliser. L'organisation personnelle s'adapte extrêmement bien à des horaires qui vont bien. Les horaires vont donc se stabiliser. Par contre, les RTT seront toujours présents. Ça, il faut en être, je peux vous le garantir. Ils seront bien sûr pris. Et oui, parce que c'est une véritable attente pour certains cadres, comme nous l'avons vu. Il y a vraiment dans le cadre forfait une notion d'image du vrai cadre. Je suis un vrai cadre parce que je suis au forfait, j'ai des RTT. Bon, là aussi, c'est une vraie demande des salariés d'ailleurs, c'est ce qui devrait interroger les personnes qui vont décider de mettre en place des forfaits jours. C'est une vraie demande, c'est que l'intérêt n'est pas obligatoirement dans le sens de l'entreprise. Oui, je sais, c'est pas très optimiste ce que je viens de dire. Réellement, c'est le jour où vous décidez de mettre ça en place, c'est une affaire extrêmement délicate et il faut qu'elle soit bien réfléchie. Soyez extrêmement pointilleux sur cette affaire parce que ça peut coûter cher, ça peut coûter extrêmement cher en prud'homme. De se faire non reconnaître la convention
la convention de forfait fait que vous repassez à 35 heures. Et donc là, subitement, vous allez voir arriver une justification des horaires telle que vous ne l'avez jamais vue. Vous ne pouvez pas vous douter d'une telle justification. Et subitement, vous verrez des heures arriver dans tous les sens. Et il faudra, et le juge se fera un plaisir de recalculer tout ça et de vous faire payer la note, évidemment. Donc voilà les 10 points sur le forfait. Merci pour votre attention. Bon, j'espère que ce rapide tour d'horizon éveillera quand même des interrogations de votre part. Sachez quand même que notre service, il sera toujours présent pour répondre à vos questions, puis vous aider dans votre démarche. Franz, je propose de mettre fin à ce webinaire. Eh bien, sans problème. Merci beaucoup. Merci à tous les participants du jour et du coup, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire le mois prochain. À bientôt et bonne journée.